bien sûr. Bien, eh bien, alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être là pour cette dernière conférence de ce cycle Composer un opéra au XXIe siècle. Même si en fait, il y en a quand même il y en a bien quelques-uns du XXe dans ce qu'on va entendre, hein, quand même. C'était parfaitement logique de le terminer avec Pascal Dussapin, pour la bonne raison, c'est que à lui tout seul, il a écrit presque autant d'opéras que les 7 autres qui sont passés avant, étant donné qu'il y en a une douzaine, enfin 9 ou 12, suivant qu'on considère certains qui peuvent être simplement donnés dans des formes de concerts. Vous dire d'abord tout le plaisir qu'on a eu à faire ce cycle, à voir tous ces compositeurs dans des esthétiques totalement différentes, mais où on s'aperçoit que finalement il y a des problématiques qui sont les mêmes, et puis qui d'ailleurs pour plusieurs d'entre eux ont un point commun, c'est d'avoir eu des opéras dirigés par mon excellent confrère Pascal Roffet, qui est là, que je salue, et parce qu'ils se sont tous félicités. Alors voilà, l'idée c'est très simple, c'est que pendant une petite heure, Pascal va parler, je vais lui servir un peu de sparring partenaire, bien qu'il n'en ait pas besoin, et puis avec vous verrez quelques extraits, et que comme d'habitude, nous finirons par 15-20 minutes de questions, sachant, cher ami, que nous ne dépasserons pas de façon à ne pas perturber ensuite mes très nobles confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, Pascal, on s'assoit, voilà, et peut-être qu'on peut commencer très simplement, si tu pouvais nous dire qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à écrire ton premier opéra et pourquoi, comment c'est parti. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors cette question qu'on m'a souvent posée, je fais évidemment toujours la même réponse, un peu provocante. C'est en fait, je m'intéressais pas beaucoup à l'opéra quand j'étais très jeune et même un petit peu moins jeune. C'était évidemment déjà arriver à l'idée que je puisse exister en écrivant de la musique, ça me paraissait inconcevable. Donc arriver à l'opéra relevait en quelque sorte d'une science-fiction qui était pour moi inatteignable, mais sans évidemment raconter trop en détail ma vie. Je suis arrivé à l'opéra en fait de façon assez progressive et j'oserais dire, sans rire, par la musique. Je m'explique. Évidemment, l'opéra, il s'agit toujours de musique, mais dans mon cas, et je crois que je ne suis pas un cas très particulier, c'est que c'est quelque chose de l'exercice de la musique instrumentale, de l'expérience que j'approfondissais entre mes 20 et 30 ans, disons, que, au fond, l'opéra s'est dessiné en creux à l'intérieur des pulsions, en quelque sorte, que j'inventais dans ma musique. Alors, il est vrai que, même si l'opéra me paraissait assez loin, il faut bien se situer dans l'époque qui est la mienne, c'est-à-dire la fin des années 70, des années 80, où l'opéra était, pour un jeune compositeur, même si ça le passionnait, tout à fait... Enfin, c'était impossible, c'était aussi un art très, très conservateur, très conservé par lui-même, qui n'était pas un lieu de la modernité très, très, très effectif, quoi. Enfin, dans ces années-là, même s'il y avait des choses qui se passaient de temps en temps, mais enfin, c'était en général un endroit presque prohibé, quoi. Bon, mais les choses ont bougé, et puis les compositeurs, je crois, ont essayé par le biais du théâtre musical ou le théâtre tout court, ce qui a été mon cas. Par exemple, moi, j'ai fait pas mal de musique. J'étais assez proche du théâtre très, très tôt. Disons que le théâtre m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai fait des musiques aussi pour vivre. Enfin, c'était un moyen de vivre aussi. Et donc, je me suis retrouvé au contact de la scène. Et probablement quelque chose s'est concaténé, comme disent les informaticiens, à ce moment-là, entre la musique, la scène et le désir lyrique, quoi. Et alors, d'accord, mais se dire qu'on est un jeune compositeur et on se dit, tiens, premier opéra, Roméo et Juliette, c'est gonflé quand même. Oui, alors Roméo et Juliette, ça a été un projet très particulier qui a été
En fait, il faut bien se situer ça a été créé en 1989, mais on m'a commandé ce projet en 85. 31 ans. Voilà, non, 30 ans. Et j'y tiens beaucoup, hein. Chaque année compte maintenant. Mais c'était un projet très particulier, très typique de ces années-là, en fait, où plusieurs instituts, plusieurs lieux allemands et français sont fédérés autour d'une création qui devait honorer le bicentenaire de la Révolution française. Et ça a été une production incroyablement complexe, mais qui s'est réalisée en fait à l'Opéra de Montpellier et au Festival d'Avignon. D'ailleurs, le Festival d'Avignon n'a pas fait d'opéra depuis, hein. Et là, on était quand même dans une des grandes cours d'Avignon avec un orchestre symphonique et on a fait une tournée assez extravagante. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais bénéficier d'une tournée pareille. Alors, en 2 mots, ça a été un opéra écrit à l'instigation du bicentenaire qui a été en fait beaucoup soutenu par Rolf Liebermann, qui était un monsieur qu'on connaît bien dans le monde de l'opéra, qui avait été directeur de l'Opéra de Paris et grand réformateur de l'opéra, compositeur aussi, qui avait quand même assisté très jeune à la création de Wozzeck d'Alban Berg, hein. Moi, je me souviens de Rolf Liebermann me parlant de ça. Enfin, c'était quand même très impressionnant. Et Rolf Liebermann, pour des raisons qui tiennent sans doute à je sais pas, sa naïveté ou je sais pas, sa grandeur d'âme, il s'est passionné pour mon projet et il l'a présenté à la Fondation Vuitton à l'époque, qui venait de se créer pour l'opéra et qui a mis des moyens considérables sur cette production qui n'aurait jamais été rendue possible autrement, à tel point que j'ai dû à l'époque créer un groupement d'intérêt économique pour gérer les fonds. Ça m'a pas rapporté un seul centime, mais il fallait absolument s'organiser presque administrativement pour gérer cette production. Et c'est pour cette raison que des années après, quand j'ai fait Perella, l'homme de fumée pour l'Opéra Bastille en 2003, j'ai dédié cet opéra à la mémoire de Rolf Liebermann. Et parce que je lui devais en quelque sorte mes premiers pas dans le lyrique. Alors Roméo et Juliette, en 2 mots, c'est une métaphore autour de la question de l'amour et de la politique. On avait avec Olivier Cadiot, l'écrivain que j'avais choisi pour ce travail, qui est devenu maintenant quelqu'un de très connu, enfin, dans le domaine de la poésie, enfin, pas uniquement de la poésie. On peut trouver tous les livres aux éditions Paul. Et il était à l'époque pas du tout, il n'avait pas publié une seule photocopie en fait, hein, mais on a fait ce projet qui consistait à associer et le langage amoureux et le langage des révolutionnaires, hein, puisqu'il fallait honorer en quelque sorte la Révolution française. On a trouvé cette métaphore de Roméo et Juliette, car comme vous savez, ce sont 2 héros qui s'aiment, mais qui en quelque sorte sont aussi animés par une révolution. Alors, quelle révolution, enfin... Mais alors, je constate au passage que tu prenais de très mauvaises habitudes en ayant autant d'argent pour ton premier opéra. Ça n'a pas forcément été le cas toujours. Non, non. Alors, autant d'argent, c'est vrai que ça avait été une production assez bénie des dieux, quoi. Mais après, ça n'a pas toujours été comme ça, non, encore et encore aujourd'hui. Oui. Alors, dans les extraits que tu as sélectionnés, on est sur des opéras qui se situent 25 ans plus tard, oui, voire 29 ans plus tard, 2014, oui. Ou d'abord avant Faustus, 2003-2004. Tu peux nous dire un mot de Faustus, parce qu'on va en regarder des... Oui, alors après, j'ai le plus vite possible, je vais quand même décrire cette courbe qui amène à Faustus, c'est-à-dire que je sors de Roméo et Juliette, et puis en fait, je me retrouve avec une commande de la Monnaie de Bruxelles, où j'ai créé un dispositif un petit peu différent, puisque c'était un opéra qui était destiné à être tout simplement mis en face de Didon Aîné de Purcell, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'humanité.
Et ça m'avait beaucoup. D'ailleurs, j'avais refusé quand on m'avait proposé ça. J'ai dit mais je suis pas fou, moi je veux pas faire un truc en face de ça. Je vais mourir, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis finalement, la Monnaie a insisté. Et puis je me suis décidé. Donc, comme vous savez, Didon est né, ça dure 45 minutes, même pas. Et donc il fallait faire un opéra en face de ça. Et j'ai fait un opéra d'1 heure, reprenant le même dispositif et même l'orchestre, puisque c'est un orchestre baroque à 415. Qu'avait créé à l'époque Philippe Hervègue. Après, j'ai fait un opéra de chambre, To Be Sung, très différent, pour le coup extrêmement moderniste, avec un artiste américain qui s'appelle James Turrell, qui avait fait le décor. Ça, c'est pareil, ça a été une aventure qui a duré des années. Celui d'avant, c'était Médéa Matériel. Médéa, oui, voilà. Médéa. Et donc, Médéa, c'est 91. To Be Sung, c'est 93, 14, 15, 16, parce qu'on a tourné très longtemps, enfin quelques années. Et avec cette production-là. Et ensuite, j'attends 2003 pour l'Opéra Bastille. Mais en fait, quand je dis j'attends, c'est-à-dire, vous savez, une commande comme ça ne se fait pas en 2003 pour 2003, hein, comme tu sais bien. Hein. La commande, je l'ai eue en 99. Hein, donc, il faut quelques années pour écrire un opéra comme ça. Alors, j'ai une petite question à te poser par rapport à cette période. Je pense notamment à Médéa Matériel. Un des problèmes que nous avons, que n'avaient pas des compositeurs peut-être romantiques, c'est que vous avez un opéra, il y avait une ouverture, et l'ouverture devenait une œuvre de concert. Ouais. Et nous, des fois, on écrit des opéras, on passe des années, et finalement, en dehors des représentations de cet opéra, de temps en temps, on en glisse discrètement un petit bout dans une œuvre, mais on a du mal à en avoir une expression qui peut être jouée en concert, des extraits, des choses comme ça. Est-ce que dans cette première période, il y a quand même des œuvres? J'ai l'impression que Médéa Matériel était... D'abord, c'est plus court, c'était plus facilement joué, presque comme une œuvre de concert. Oui, alors, Médéa a eu beaucoup de productions. Vraiment beaucoup. C'est l'opéra de moi qui a été le plus repris et dans des productions incroyablement différentes et quelquefois par des gens qui étaient tout bébés quand j'ai créé moi-même l'opéra. Donc c'est intéressant. Alors avec Médéa en quelque sorte, même si To Be Sung après ça, parce que To Be Sung se fait sur Gertrude Stein, c'est plus conceptuel, plus moderniste. Enfin moderniste. Ça pose des questions très très différentes par rapport à l'état, je dirais, de l'intellectualité de cette époque. Je pense que ce serait un opéra impossible à faire aujourd'hui. Il serait complètement décalé par rapport au monde, par rapport aux questions socio-politiques qui nous agitent, surtout en ce moment. Mais bon, Médéa, en quelque sorte, inaugure, par la figure métaphorique de Médée, une relation, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment en venir avec cette question pourquoi faire un opéra aujourd'hui et comment, qui pose donc la relation au monde. Qu'est-ce que vous racontez quand vous faites un opéra en prenant une figure mythologique il y a des milliers d'années? C'est quoi cette histoire? Alors, je me souviens, c'était donc j'ai fait Médéa sur un texte de Heiner Müller, et on va arriver à Faustus comme ça. Heiner Müller avait fait un texte donc qui s'appelait Médéa Material en allemand. C'était pendant la guerre de Bosnie, les débuts de la guerre de Bosnie. Et moi, je me souviens les conférences de presse, toutes les interviews qu'on fait, tu connais, quand on monte un opéra. En fait, je parlais que de la Bosnie et de Sarajevo. Je disais, mais que se passe-t-il d'autre, donc, que Médéa, à 2 heures d'avion d'ici, quoi. Parce que Médéa, comme on sait, comme vous savez, c'est une histoire, c'est une femme trahie par son mari pour des questions de gestion de territoire politique, et qui va jusqu'à commettre l'infamie de tuer ses propres enfants. Mais que se passe-t-il donc de si différent à même pas 2 heures d'avion de chez nous? Donc, et quelle est la possibilité autre que j'ai, moi, de ma place de compositeur, non pas de faire quelque chose pour ça, mais de témoigner par mon travail, mon art, comme on dit, de cette conscience, de cette vigilance au monde. Et au fond, à ce moment-là, quelque chose en moi se vise très fort dans cette question, oui, de la conscience, quoi, hein. Et des années après, quand je fais Perella à l'Opéra Bastille, alors Perella, ça vient d'une fable italienne de Palazzeschi. En fait, c'est un homme qui arrive sur Terre et qui est sans doute l'homme dont on a besoin aujourd'hui.
qui est tellement extraordinaire parce que son corps est fait de fumée, il a été engendré par une carbonisation, il a 3 mères, Péné, Rété, Lama, c'est pour ça qu'on l'appelle Péréla, et tout d'un coup, cet homme-là qui arrive est absolument adoré par le peuple, et le peuple le choisit comme, en quelque sorte, Dieu. D'ailleurs, lui, il est comme une métaphore du Christ, hein, il a 33 ans en plus. Et que fait cet homme-là? C'est pour ça que je dis que c'est sans doute l'homme dont on a besoin aujourd'hui. Il refuse. Il refuse de devenir le guide. Et alors il est banni, il est jugé, accusé de meurtre, trahi par le peuple lui-même qui le renvoie au ciel en le recarbonisant, enfin, etc. Donc c'est un homme, au fond, qui a tout, mais qui ne demande rien. Quand on lui demande qui es-tu, il dit sono leggero. Il dit je suis léger. C'est tout ce qu'il dit. Et ensuite, quand faisais cet opéra, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours, par exemple, Péréla, c'est une idée qui m'est venue au tout début des années 90. Je mets un peu plus de 10 ans à la faire. Mais avec un grand solo de clarinette. Avec un grand solo de clarinette, oui. Après, j'ai toujours des Penthesilée dont on parlera un peu plus tard. C'est une idée que j'ai eue quand j'étais extrêmement jeune. Et il y a toujours beaucoup de temps comme ça qui se passe. Et en fait, je fais un Faustus. Je m'intéresse à la figure de Faust parce que, pour la simple raison que je me dis, mais j'ai fait un Péréla, un homme qui a tout mais qui veut rien. Je veux faire un homme qui a rien mais qui veut tout. Voilà. Et donc, je m'intéresse à la figure de Faust. Je compose le texte moi-même à partir du Faustus de Philippe Marlowe. C'est une commande du Staatsoper de Berlin. Donc, je trouve c'est assez drôle de s'occuper de Faust quand on est français et qu'on se retrouve à Berlin. Donc composé en allemand? Non, je l'ai composé en anglais. Parce que Marlowe, c'est en anglais, donc je garde l'anglais. Et puis, je garde toujours le texte dans la langue où il est écrit. Tu nous diras 2 mots d'ailleurs sur la différence de composer dans sa langue et dans des langues aussi différentes que l'anglais et l'allemand en termes de syntaxe. Alors peut-être maintenant on peut passer un premier extrait. Alors, bien sûr. Monsieur, on va passer l'extrait numéro 1, s'il vous plaît. Quelques minutes. Well, I am answered. Now tell me who created the world. I would prefer not to. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me.
Je ne vois pas de c'est incroyable, hein, puis quelle mise en scène aussi. Oui. Mais je ne vois pas du moins, j'ai pas l'impression d'entendre un dispositif électroacoustique là. Alors il y en a un, il est très discret alors. Oui, oui, il est très discret. Enfin, à certains moments de l'opéra, il y a effectivement une extension électronique dans la salle. Ici, on entend, parce qu'il y a des instruments qui sont répartis dans la salle, on entend un peu comme s'ils venaient de très loin. Mais moi, j'utilise l'électronique dans les opéras de façon, enfin, j'espère, le plus intégrée possible, de façon très instrumentale. J'essaye toujours que ça fasse le moins électronique possible. Et il est arrivé même que, quelquefois, en particulier après un autre opéra, Passion, qui est à partir du mythe d'Orphée, les gens sortent et même des professionnels me disent, mais elle est où l'électronique? Alors qu'il y en a pas mal. Disons qu'elle est c'est très instrumental, quoi. C'est très discret. J'aime pas du tout cette affaîtrie de l'électronique quelquefois dans les œuvres contemporaines qui se positionnent de façon presque idéologique comme ça. Oui. Il y a la même chose avec la vidéo un peu d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais. Il y a une chose qu'il faut noter qui était très particulière et qu'il faut saluer, c'est qu'on voit souvent des opéras qui sont créés même en coproduction entre 2 ou 3 opéras, donc repris, mais des nouvelles productions qui n'étaient pas du tout prévues au départ et qui partent uniquement venant de la partition et de l'impact qu'elle a eu. C'est pas si fréquent dans la musique contemporaine. Or, toi, tu es spécialiste de ça. Il y a des œuvres qui ont eu vraiment connu beaucoup de productions. Je pense aussi, par exemple, Peter Edveus, aussi avec ses 3 sœurs, par exemple, de ce type d'opéra. Oui, par exemple, par exemple, sur Faustus, c'était assez extraordinaire. Ça m'est arrivé 2 fois sur 2 de mes opéras, ça. C'est que pendant qu'on créait la première version, il y avait une deuxième qui se préparait déjà. Par exemple, cet opéra, il a été fait très vite après aux États-Unis. Et quelque chose était très étonnant, c'est que j'ai pas tellement pu m'en occuper comme on fait pour une création où moi je reste 2 mois tous les jours. Enfin, je quitte pas les chanteurs. Mais le personnage de l'ange que vous venez de voir, en fait, est un personnage qui est aveugle, comme est l'ange biblique en quelque sorte. Il est vraiment aveugle. Il est au-delà, c'est une pure vibration. Il ne fait, ou elle ne fait, dans le cas présent, c'est une soprano. Enfin, l'ange ne fait que vibrer en quelque sorte au fur et à mesure des horreurs qui sont proférées, parce que mon Faustus est un Faustus très furieux, où il devient complètement fou. Il veut posséder le monde. Vous voyez, il veut savoir qui a créé le monde. Il est obsédé par l'idée de Dieu. Et j'arrive aux États-Unis et je me souviendrai toujours. Je connaissais même pas les chanteurs. Je n'avais même pas été présenté aux chanteurs. Je ne savais pas qui ils étaient, quoi. Et je vois arriver un ange absolument somptueux, quoi, mais extraordinaire. Et tout d'un coup, au bout de 10 minutes, je me dis, mais ils sont incroyables, ces Américains. Ils ont engagé une chanteuse aveugle. Et pendant toute la durée de la représentation, de la pré-générale, je pensais que cette jeune femme, franchement, était vraiment aveugle, quoi.
Et évidemment, elle ne l'était pas. Et ils avaient poussé toutes les didascalies que j'avais suggérées à un point extrême. Et c'était une version incroyablement différente. Ça m'est arrivé aussi là récemment sur Macbeth, dont on passera un extrait tout à l'heure, qui a été monté en Allemagne assez vite, enfin très vite. Et où c'est pareil, j'ai pas du tout collaboré, je connaissais personne, je me suis retrouvé paf devant la scène comme ça. Et là, c'est là où on mesure à quel point un opéra peut aussi résister à la question de la mise en scène. Hein. Parce qu'il y a des mises en scène, quelquefois. Hein. Mais là, ça m'avait fait très plaisir parce que là, il s'agissait de deux mises en scène incroyablement différentes, avec des partis pris, mais complètement opposés. Et finalement, qui ne m'ont pas gêné. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas senti trahi, comme ça m'est arrivé quelquefois dans d'autres productions, où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fichu, là? Je ne comprends rien. Enfin, des choses simples comme ça. Ouais. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait Elephant Man avec un metteur de nouvelle production aux États-Unis, où le metteur en scène voulait s'inspirer de la pièce de théâtre où c'était David Bowie qui jouait sans masque. Donc, alors que tout mon opéra était basé sur l'horreur et ensuite la compréhension, d'emblée arrivé un Elephant Man magnifique, ça fait drôle. Ouais. Alors ensuite, cette passion dont on nous parle. Alors, cette passion, c'est juste après, en fait, Faustus. Passion, c'était un projet, en fait, qui a été très long aussi à mettre en place, mais qui était... Au départ, je fais souvent des collections d'images quand je fais des opéras et que j'accumule des images. Je découpe dans les catalogues. Alors maintenant, c'est beaucoup par JPEG et tout ça, et je faisais quelque chose. Je m'intéressais à la douleur des femmes, à l'expression de la douleur des femmes. Et donc c'est pas, enfin, pardonnez-moi, mais c'est pas très difficile à faire une collection de femmes qui pleurent, parce qu'il suffit d'ouvrir le journal ou d'ouvrir n'importe quel... Donc là, on est en 2004-2005, hein, on n'est pas encore entièrement numérisé. Mais... Et puis progressivement, je suis arrivé à la question de l'Orphée. Donc évidemment, là, il faudrait que je fasse une conférence là, pour vous expliquer comment je suis passé de la douleur des femmes à Orphée. Mais je me suis dit que Orphée, c'était un bon moyen de réfléchir sur la question, non pas féministe, parce que j'ai pas de protocole idéologique, ou, enfin, je veux dire, je me sens pas le droit de porter une parole éclairée là-dessus, enfin, à part celle d'homme, l'homme simple que je suis, que nous sommes, enfin bon. Mais je me suis intéressé à l'histoire d'Orphée, à ce bonhomme qui chante, et je me suis dit, mais en fait, quand il va la chercher tout au fond, là, il est tellement égocentrique, est-ce qu'il la tue pas deuxième fois? Est-ce que c'est pas lui qui la tue en se retournant? Parce qu'il a besoin de douleur pour chanter. Alors que, donc, est-ce qu'il tue pas sa femme une deuxième fois, exprès, quoi, hein? Et j'ai pensé à Sodome et Gomorrhe aussi, avec les statues de sel, quand il se retourne, et puis ça se transforme, j'oublie le nom, là, tout ça se transforme en statue de sel. Enfin. Et j'ai composé un texte moi-même, en fait, à partir des opéras de Monteverdi, de la question de la plainte, enfin, parce que je suis un passionné de Monteverdi. Et puis j'ai créé une sorte d'Orphée où on ne sait pas, lui s'appelle lui et elle s'appelle elle, quoi, vous voyez. Donc c'est pas à peine qu'on dise Orphée, Eurydice. Et puis les autres, ils s'appellent les autres, gli altri, parce qu'évidemment c'est en italien. Et j'ai fait un Orphée où on ne sait pas comment ça se termine. Alors j'ai un peu plaidé pour les hommes quand même, parce qu'à la fin, on ne sait pas s'il se retourne ou s'il choisit d'aller vers elle tellement il l'aime. Et donc, à la fin, elle dit juste « Maintenant, je sais tout ». Et c'est très ouvert. Et un jour, j'ai eu une mise en scène en Angleterre
Ils ont fait toute une tournée à partir de Cardiff jusqu'à Londres et tout ça avec. Et ils ont fait une très belle mise en scène où à la fin, on voit mon chanteur, enfin donc lui, monter une échelle comme s'il remontait vers la terre. Et en fait, il s'arrête juste au milieu, comme ça. Et ça se termine comme ça. Oui, enfin, ceci dit, quand on connaît Pascal, c'est aussi une période qui était embellie par le fait qu'il venait de trouver son Eurydice, qui d'ailleurs est dans la salle, qui est une grande comédienne, Florence Darel, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de mettre en musique dans un film de Schoendorfer. Ouais. Et donc je pense que dans cette histoire d'Eurydice, il y avait aussi Florence quand même quelque part. Oui, bah d'ailleurs, elle est arrivée juste à ce moment-là. Voilà, bah ça va, évident. Alors, c'est vrai que les œuvres portent la vie elle-même. Hein. Bien sûr. Donc, je crois que ce serait intéressant de montrer d'autres extraits. Oui, alors là, je peux vous montrer un extrait d'un opéra que j'ai créé à la Monnaie de Bruxelles en 2015. Alors, en fait, j'ai deux extraits à vous montrer. Un de la mise en scène. Donc, c'est Penthesilée. Donc, comme on est un peu pris par le temps, Penthesilée, c'est une histoire à laquelle je pensais depuis très, très jeune et qui est une histoire, pour le coup, très particulière. C'est Penthesilée, qui est la reine des Amazones et qui vit avec que des femmes. Elle est la reine des femmes. Et de temps en temps, comme elles ont besoin de se reproduire, elles attaquent les garçons, quoi. Et donc elles déboulent dans les guerres que ne cessent de se faire les garçons entre eux, et en l'occurrence la guerre de Troie. Donc on a Priam, on a les Troyens, et donc elles déboulent là-dedans, elles tapent sur les mecs, quoi. Enfin, passez-moi l'expression, et puis elles s'en prennent quelques-uns et elles rentrent à la maison avec, quoi. Et là, c'est là où c'est très intéressant, c'est que Penthesilée, en fait, est vécu, et ça c'est un thème qui m'obsède beaucoup jusqu'à aujourd'hui, parce que si je peux en parler tout à l'heure, on comprendra pourquoi. Penthesilée, ok, c'est la reine des Amazones, mais elle est d'abord vécue par la loi des femmes. Et la loi des femmes lui interdit de tomber amoureuse d'un homme, sauf si elle l'a vaincu. Et lorsqu'elle tombe sur Achille, qui est en train de guerroyer, elle tombe éperdument amoureuse de cet homme. Et lui, pour arriver à ses fins, parce qu'il tombe amoureux également de Penthesilée, il lui fait croire qu'elle a gagné le combat. Donc, il l'a trahi. C'est-à-dire qu'elle prend un coup sur la tête, elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, Achille, qui est à son chevet, lui dit « Tu as gagné, je suis ton servant », etc. Donc elle est folle de bonheur parce qu'elle comprend qu'elle a non seulement elle a gagné, mais qu'en plus elle a gagné un amour, quoi. Et puis très vite, elle va s'apercevoir que c'est pas vrai. Achille reprend ses droits de mâle dominant et elle, pour se venger, elle l'attaque à la gorge avec ses dents. Elle le bouffe, quoi. Passez-moi l'expression. Elle l'attaque, elle le mord à la gorge avec les dents, quoi. Et évidemment, après ça, elle ne peut plus vivre, non pas parce qu'elle a tué Achille, mais parce qu'elle a trahi son peuple. Et alors à ce moment-là, elle est bannie de son propre peuple, donc elle est condamnée au suicide. Voilà. Donc c'est aussi une histoire, si on l'extend en quelque sorte à la politique, qui peut avoir beaucoup d'incidences métaphoriques très particulières. On va écouter Penthesilée deux fois. Alors d'abord le premier extrait qui est mis en scène à la Monnaie de Bruxelles avec Natacha Petrinsky qui fait le rôle de Penthesilée. Ah non, c'est pas celui-là. Non, stop, on s'est trompé. Stop. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Plus de... Hunde auf ihn, nieder mit dem Kraftprotz. Là, on a ce problème de...
ist's meine Schuld. Erkämpfen muss ich seine Liebe auf dem Schlachtfeld. Will ich ihn töten? Nein, ich will ihn nicht sehen. Sie redet mir. Selige, fantasiert im Fieber. Sie denkt nur noch an ihn. Ich flehe dich schon. Lasst ihn kommen. Soll den Fuß auf meinen Nacken setzen, mich schleifen hinter sich in Staub, meinen geschundenen Leib den Hunden vorwerfen zum Fraß. Mir soll es recht sein. Alles nur keine Frau sein, für die ein Mann sich nicht entbleibt. Meine Königin. Weg mit dem verdammten Verfluchter Spuk, in unverfreulichen Künsten, gewiss, Königin, du bist verloren, Schwesterherz. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Du bist verloren, du bist verloren, du bist verloren. Ah, très bien. Voilà. Je lui glissais à l'oreille que je trouve qu'il est quand même bien un compositeur français, dans le sens du compliment, bien sûr. Merci. Tu voulais voir qu'on voit un autre extrait? Oui, alors alors c'est pour aussi essayer d'aborder évidemment très en coup de vent, si vous me laissez passer l'expression, la question de la scène et de la représentation. Ici, on a une mise en scène très belle, très puissante, très ornée, avec beaucoup de gens. Enfin, il y a aussi un film assez extraordinaire à un moment. Le décor a été fait par Berlijn de Brucker, qui est une très grande artiste flamande, pas du tout habituée aux scènes lyriques, mais qui a fait une collaboration avec le metteur en scène Pierre Audi. Enfin, c'était très passionnant. Et là, je voudrais vous montrer un autre extrait de Penthesilea, mais monté dans une configuration totalement différente, puisqu'en fait, ce devait être présenté à la Philharmonie de Paris en concert, comme certains de mes opéras l'ont déjà été, et qui est toujours pour moi un moment assez magnifique, je veux dire, parce que tout d'un coup, on est débarrassé, tu connais, on est débarrassé de tout ce fatras et on a la pure musique, le pur texte, la pure émotion théâtrale. Et en fait, ça devait être monté à la Philharmonie deux, trois fois dans le cadre du Festival d'automne. Et puis, comme tout le monde, c'est un projet qui a été touché par le Covid. Et donc, alors la Covid... Il y a l'Académie française à côté. Je vais dire le coronavirus. Et donc, la Philharmonie, c'est par un salto arrière, a fait film. Arte s'est décidé à filmer, etc. Donc, on a fait une production totalement télévisuelle, si on peut dire, qui a été pour moi un moment extraordinairement bouleversant, et parce que j'ai trouvé en fait une qualité émotionnelle très, très particulière, avec un micro-théâtre. Et là, on va l'entendre. Donc là, c'est le deuxième extrait de Penthesilea. C'est pas celui-là, mais l'autre, je dis pour nos amis là-haut.
Et je vous en parlerai après. Voilà. Fort mit dem schönen Blut, kommen, meiner Jugend Lebenskraft. Ich spüre Lust, ich atme, ist mein. Meine süße Königin, errege dich. Einen Moment im Glückscafé trinken. Es weht ein Wind, ich könnte sterben. Füßen nieder, ganz nah. Du fürchtest mich doch nicht, bin dir doch nicht verhasst, nur weil ich singe. Wer bist du, wunderbares Weib? Unbändigster der Menschen, du gehörst mir an. Wer bist du, nenne ich dich? Wem gehört mein entzücktes Herz? Ich bin die Königin Penthesilea, den Namen sing ich nach in Tod. Geliebte, wie fass ich es? Warum ich? Kennest du mich? Oh ja! Wie ja? Mein ewiger Traum warst du, als du mir erschienst. Mein Tagsen unter bleichen Nachtgestirnen gab es für mich nur eins. Dich zu gewinnen oder umzukommen. Was? Kein Wort begreif ich. Durch das König der Waffen gehörst du mir, ist mir zu Füßen gesunken, nicht ich dir. Mächtig Gefangene dir. So ist es, Königin.
dis donc, quelle chanteuse. Hein, Oui. Au passage, vous avez remarqué, ne vous y trompez pas, ce n'était pas Pascal Refait qui dirigeait, hein, c'était Ariane Mathia, qui est vraiment une jeune chef formidable. Extraordinaire, oui. Et là, on a ici, donc c'est un extrait, c'est là où Penthesilée se rend compte qu'elle a été trompée par Achille, qui est chanté par Georg Digel, qu'on a déjà vu dans Faustus. Alors je dois dire qu'avec Georg, il a été mon compagnon pour 5 opéras différents. Il n'a pas pu faire le dernier parce qu'il était pris à Wien-Staatsoper, mais ça ne m'étonnerait pas de le retrouver un jour. Enfin, on est resté très proches. Et là, on a Christelle Leuch qui chantait, que j'ai découvert, qui était la doublure de Penthesilée en 2015. Et j'avais repéré cette jeune femme et j'ai dit, oulala, je vais vous mettre de côté là. Et en fait, elle a chanté dans Macbeth, l'opéra après. Elle a chanté dans Il Viaggio Dante, que l'on a fait au Festival d'Aix, là, au dernier festival, où elle chante d'ailleurs le rôle d'un homme. Elle fait le rôle de Giovanni Dante. Et elle m'avait aidé pour toute la prosodie en italien, parce qu'elle est docteur en italien. Ça paraît improbable, une chanteuse qui est docteur en italien, mais ça existe. Voilà. J'en ai une qui était agrégée de physique quantique. Alors, tu vois, je la connais, oui, oui. Bourges, bien sûr. Et chantait Penthesilée aussi, d'ailleurs. Donc, ça nous amène tout doucement vers ce Macbeth. Oui, alors, Macbeth, ça a été le projet suivant, qui a été créé récemment, donc en 2019, toujours à la Monnaie de Bruxelles, qui a été un peu mon opéra de cœur pendant très longtemps, parce que j'ai fait 8 productions différentes avec cet opéra. Macbeth, alors c'est aussi une idée qui est apparue comme ça pendant la composition de Penthesilée, mais Shakespeare était déjà là depuis très longtemps, mais Macbeth, ça pose aussi la question de l'amour et de la loi. Hein. Ça pose aussi la question de... Sauf que autant Penthesilée est dépendante de la loi des femmes, autant Macbeth, lui, il s'en fiche complètement, il tue tout le monde autour de lui pour arriver à ses fins. Et il s'agit là d'un Macbeth un peu différent, car avec le librettiste avec lequel j'ai travaillé, Frédéric Boyer, qui est un écrivain, poète, entre autres directeur des éditions Paul, POL, mais très, très érudit. On a fait un Macbeth où on peut un peu déplacer les pièces de l'échiquier en quelque sorte, puisque à la fin, Macbeth est non pas tué par... j'oublie son nom. Banco, non, oui. Macduff, bravo, merci. Je m'embrouille avec mes propres personnages. Merci, monsieur. Macduff, mais par l'enfant mort de Banco, en fait. Et... Tu fais comme Carmen, ou c'est Carmen qui tue Don José, c'est ça? Oui, mais là, je fais le mien. Là, je vis pas sur la peau des autres comme le metteur en scène auquel tu fais référence. Mais Macbeth, donc, a été créé là, il y a quelques années. Et on pourra le voir l'année prochaine à l'Opéra Comique en novembre dans cette mise en scène. Et alors, c'est cet opéra qui a été remonté en Allemagne juste après. Je voulais vous montrer 2 versions parce qu'elles sont vraiment très antinomiques. Par exemple, dans le Macbeth que vous allez voir, c'est un enfant, une enfant, c'est une jeune fille qui chante le rôle de l'enfant. Et dans cette production en Allemagne, ils ont pris une jeune femme qu'ils ont rendue épouvantable, horrible petite fille déguisée en petite fille dans une cage qu'on nourrit avec des pics à viande. Enfin, mais c'était très beau, ça marchait très très bien. Mais j'étais bien loin de me douter qu'on transfigurerait mon personnage comme ça. Donc ça donne une idée de si un opéra il porte en lui des paramétrages qu'on peut déplacer et qui peut résister à des interprétations, c'est assez beau. Avant qu'on regarde, une question, est-ce qu'il t'est arrivé de dire non, voyant le parti pris d'une mise en scène? J'ai fait pire que ça. Raconte. J'ai tout annulé, j'ai piqué des crises terribles, j'ai menacé, j'ai fait valoir mon droit moral. Par exemple, il y a encore très peu de temps, j'ai fait valoir mon droit moral aux États-Unis pour une mise en scène d'un de mes opéras où j'ai menacé des services juridiques d'Universal.
J'ai dit, si vous ne remettez pas mon opéra dans l'ordre, je fais interdire tout ça à 24 heures de la première. C'est pour ça que je t'aime. Voilà. Et la première mise en scène de Passion, qui avait été faite au Festival d'Aix en 2009, j'ai perdu un nombre vraiment important de coproducteurs, des villes qui l'avaient acheté, et quand c'était possible, je l'ai fait annuler. Et le Théâtre des Champs-Élysées, qui voulait le reprendre, a fait refaire une mise en scène entièrement, à Amsterdam aussi. Enfin, non, ça, je rigole pas avec ça. On peut regarder cet extrait. On va regarder le deuxième, un extrait de Macbeth. Alors ça, c'est le début. Il y a un personnage qui est le portier, qui est là, joue un rôle travesti. Il est déguisé en femme élisabéthaine. C'est le début de l'opéra, mais j'ai pas mis toute la citation parce que ça dure 4-5 minutes. Enfin voilà, vous allez avoir la fin de son solo et le début de l'opéra. On y va. Look, they come back on stage again. Or is it something we see in the mirror of dreams? Il n'y a pas de sous-titres là. Ouais. They are going to sing again and again the silent thing they did. Oh, yes. Something has to happen again! How shall this bloody deed be answered? Comfort his child if he disappears. Who comes here? Who are these? Themselves into which they vanished.
Eh bien, dis donc ça, d'un homme. Alors, d'abord, la première chose qu'on constate une fois de plus, c'est que tu es un homme libre. D'ailleurs, tout ton parcours de compositeur démontre ça. Tu n'as jamais été accolé ou accroché à quelque école que ce soit, même dans les moments où c'était peut-être le plus facile. Ça aurait été le plus facile à faire. Tu as gardé ton chemin. D'ailleurs, j'ai beaucoup souri en entendant les quintes au début, comme ça. Ouais. C'était, voilà. Et j'ai un souvenir, un jour, où j'avais programmé une de tes pièces que Pascal a dû diriger, probablement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Extenso, ouais, et pièce d'orchestre. Et tu m'as dit, tiens, c'est l'œuvre que dirigent les gens qui n'aiment pas ma musique. Je dis, mais comment ça? Je me souviens. Et il s'était passé, c'est toujours extraordinaire, c'est que, donc, tu étais dans le public, et devant toi, tu m'avais raconté qu'il y avait un couple. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Très bien. Raconte l'histoire, c'est trop bien. Oui, c'était à la salle Pleyel, et c'était avec ton orchestre, et il y avait beaucoup de monde, et il y avait deux... J'étais venu en fait avec ma fille et toutes ses copines, je me souviens, et j'avais un rang comme ça d'adolescentes, et il y avait devant moi un couple très sympathique. Puis quand est arrivée ma pièce, ils se sont dit, ah ça y est, c'est l'œuvre moderne, ça va être chiant, excusez-moi, c'était le terme employé, hein. Et puis il me parlait. Je dis, ah bon, bah oui, ouais, non, mais c'est toujours comme ça, il faut toujours attendre un moment difficile. Alors, bah, je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez partir? Non, on va rester, parce qu'après, ça nous intéresse, etc. Et je dis, bah oui, c'était très drôle. Et évidemment, la pièce se passe, et puis Laurent me fait venir sur la scène pour saluer. Et donc, ils comprennent tout d'un coup que le compositeur était moi. Ils sont venus tout penauds, mais très charmants. Mais tu as oublié quelque chose, c'est que avant de descendre, il y en a, les deux avaient dit, mais c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Mais après, ils sont venus, et puis là, je tenais ma vengeance. Non, c'était un moment très joli. Ouais. Mais ça arrive souvent, ça m'a. Peut-être aussi, d'ailleurs, c'est intéressant cette idée que l'opéra est un moyen d'amener vers la musique contemporaine des gens qui n'y seraient pas allés purement par le concert et qui finalement vont rentrer par la musique, d'abord par la mise en scène. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y a une différence, il y a presque une discrépance, si j'ose dire, entre le public symphonique, encore que les choses bougent maintenant, on le voit avec la Philharmonie, en tout cas à Paris, et puis le public de théâtre, de façon générale, qui est quand même... oui, plus ouvert, plus curieux, qui va chercher une expérience qu'il ne connaît pas nécessairement, enfin en tout cas ceux que je vois quand on présente un de mes opéras, c'est quand même des gens très particuliers qui ne connaissent pas la plupart du temps le compositeur et qui se disent tiens, qu'est-ce que c'est ce machin, et donc ils viennent, donc ils sont animés par quelque chose qui relève plus d'une expérience de découverte, un désir de découverte plus exactement, que d'une confirmation de choix, disons, entérinés par la vie. Vous voyez, bon, après, c'est pas une... Je trouve... par exemple, j'étais récemment, avant Noël, j'étais à Leipzig, où il y avait tout un ballet qui avait été fait avec le Gewandhaus de Leipzig, à l'opéra. Donc on est là devant un des plus beaux orchestres d'Europe. Enfin, je les connaissais déjà, mais on a un public de ballet, hein. Donc, encore une fois, moi, je suis arrivé la veille, j'ai rien vu, enfin, j'ai même pas répété avec l'orchestre. Et donc, après, on est effectivement confronté au public et on voit quelles sont les réactions de gens qui vont plutôt voir des ballets. Donc, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai. Et là, c'est très passionnant parce que, en fait, on réalise à quel point finalement les choses. Enfin, moi, j'ose être optimiste toujours, donc je pense que les choses ont changé et j'ai plus du tout à faire face à. Encore que j'ai pas été très malheureux sur ce plan avec le public. Enfin, j'ai des expériences avec le public, par exemple, avec Pascal Roffet qui se cache là-bas. On a fait tellement de choses ensemble, et en particulier à Nantes, où j'étais en résidence auprès de son orchestre des Pays de la Loire. On avait quand même des concerts avec enfin, à chaque fois, il y a 2000 personnes, il y a plusieurs séries. Enfin, donc, on a une relation avec le public qui est très forte et très gaie, enfin, très enthousiasmante, quoi. Après, il y a les râleurs, mais maintenant, en fait, ils disent plus rien, les râleurs. Oui, c'est ça qui est bien. Alors, on a une
douzaine de minutes, figurez-vous que je racontais tout à l'heure à Pascal cette histoire auquel il me fait penser, c'est un rabbin qui se promène et qui dit « Vous n'auriez pas une question, j'ai toutes les réponses ». Donc on est à peu près dans ce cas-là, à part le fait qu'il n'est pas rabbin, bien sûr. Mais donc profitez-en, je vous rappelle que vous avez sur le côté un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer. Juste avant, il y a une question que j'ai oublié de te poser qui m'intéressait techniquement, le piano-chant. C'est-à-dire que nous, les chanteurs, vont travailler avec une réduction de la partie d'orchestre sur un piano et les parties vocales. Tu les surveilles, tu les fais toi-même, et quand tu composes, est-ce que tu as quand même une sorte de brouillon de la ligne de chant, ou comment tu fonctionnes? Moi, quand j'écris à table, j'écris directement pour l'orchestre. J'ai un cahier de sketch comme ça où j'ai plein de petites choses, des détails, des lignes mélodiques, des accords, des choses comme ça. Mais quand je rédige, j'écris directement à l'encre, et oui, comme toi, et à la règle, très précis, et je vais jamais en arrière. Enfin, je casse, je détruis des pages, mais globalement, j'avance, quoi. Après, pour ce qui concerne la partie de chant, parce qu'évidemment, un orchestre, c'est tout de suite 70, 80 musiciens. Vous ne pouvez pas avoir ça pour répéter, donc il faut qu'ils aient un piano. Ma musique au piano, c'est horrible. Ça ne marche pas du tout. C'est pour cette raison que je ne m'en occupe jamais et que je laisse mon copiste faire ça. Donc il fait lui-même une réduction. Et en général, pendant les 7 semaines, c'est ce qui vient de m'arriver à Aix, je suis comme ça avec je souffre, mais ça permet aux chanteurs, évidemment, de se repérer sur des harmonies, des accords, des attaques, des masses, des choses comme ça. Mais quand je suis toujours en train de dire « attention, attention », et je le dis aux metteurs en scène aussi, et j'exhorte les chanteurs à regarder la partition d'orchestre, je leur dis « attention, ça ne va pas sonner comme ça quand l'orchestre va arriver ». Et quand l'orchestre arrive, tu connais bien ça, tout le monde est perdu. Et puis, ça se restabilise très rapidement. Ce qui n'est pas le cas quand c'est une nouvelle production qu'ils ont pu entendre. Voilà. Quand c'est tout neuf, ça, ils n'ont pas d'expérience. Alors, qui se lance? Qui va oser poser la première question à Pascal? Oh, vous êtes bien timide aujourd'hui, vous l'étiez moins... Ah, chère madame. Oui, alors, j'ose... parce que vous nous annoncez la bonne nouvelle qu'on pourra vous entendre à l'Opéra Comique en 2023, la rentrée. J'entends pas bien, là. Non, la prochaine production à Paris, c'est l'Opéra Comique novembre 23, à la fin de cette année. Ouais. Après, j'ai une autre chose à l'Opéra de Paris. L'opéra qui a été créé de moi cet été à Aix, en Provence, et a été co-commandé par l'Opéra de Paris, mais ne sera donné que tout début 25, parce qu'avec la Covid, ça a été repoussé dans 2 ans. Donc c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Alors autant tu es pianiste quand même. Je me rappelle que tu avais même un orgamon B3. Oui. Je me rappelle, oui. dans tes jeunes années. Je l'ai plus, ouais. Oui. Et la direction, ça t'a jamais... J'en ai fait un tout petit peu, mais j'en ai fait, mais j'aimais bien répéter, mais j'aimais pas le concert. Je traquais, j'aimais pas ça. Et puis une fois, avec l'Orchestre de Lyon, au tout début des années 90, je dirigeais, il y avait 1700 personnes derrière moi, et j'avais la page 9, comme ça, tu vois. J'ai tourné, et je suis arrivé page 13. Et ça a été un drame épouvantable. En plus, je me suis maudit moi-même, parce que la page 10, 11 et 12, c'était des trucs avec des 7-16, des 3-8, des 9-32, des choses épouvantables. Et j'ai pas osé retourner en arrière, parce que je me suis dit, je vais arriver page 7. Donc, j'ai fait tout par cœur. Et à partir, quand je suis arrivé page 13, j'ai décidé, Pascal, tu fais plus jamais ce métier, c'est terminé. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, moi j'avais fait plus fort, c'est dirigeant la vie parisienne que j'avais réorchestrée. Pour la première, les musiciens de l'orchestre avaient voulu me faire la bonne blague et ils avaient collé dès la 3e page des grandes photos de lui, de femmes nues. Ce qui fait qu'à la 3e page, évidemment, je ne pouvais plus, j'ai fermé et j'ai dirigé par cœur et ces enfoirés me faisaient bravo comme ça. Donc tu vois, c'est parti. Oui, voilà. Mais après, sérieusement, il y a des gens comme toi qui savent faire les deux. Et j'admire ça. Moi, je ne sais pas.
par exemple, le piano, moi j'ai arrêté toute tentative de faire du piano sérieusement quand j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire vraiment à partir de 18 ans. Le piano, je le ferme. D'ailleurs, j'ai même pas de piano, moi. Ma femme en a un, mais moi j'en ai pas. Et comme on a 2 lieux séparés, enfin, non, on vit ensemble, hein, mais j'ai un atelier qui est séparé de la maison. Je n'ai pas de piano. Ben, tu vois, on taquine souvent de temps en temps la même chose que pour mon confrère, notre ami Augustin Dumay, en disant c'est le plus grand violoniste, parlant de toi, c'est le plus grand compositeur. Ouais. Mais ça peut quand même se comprendre de plusieurs façons, parce que vraiment, ce qu'on vient de voir est épatant. Tu vois une question là-bas ? Oui, moi je voulais que tu nous racontes quand même pourquoi est-ce que tu es de plus en plus obsédé par l'opéra. C'est-à-dire que tu les enchaînes vraiment maintenant. Bah, c'est-à-dire l'opéra, en fait, j'aime bien faire des gros livres. Voilà. Je ne peux plus faire des trucs de 70 pages. Quoi. J'ai besoin d'espace. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai malgré moi, je peux pas, encore que récemment, j'ai fait une pièce pour grand orchestre, là, pour l'Orchestre de Paris et Makela, mais je peux plus. On me commande beaucoup de choses pour orchestre, des concertos, des choses comme ça, mais je dis toujours non parce que j'ai besoin d'un grand livre devant moi. Et il n'y a que l'opéra qui me donne ça. Et en plus, il me donne la possibilité, comme je le suggérais tout à l'heure, de rejoindre le monde, en fait. Par exemple, là, je me suis lancé depuis 6 mois dans un nouvel opéra autour de la figure d'Antigone. Alors, on peut dire, qu'est-ce que c'est encore que cette vieillerie qui sent le caveau, quoi. Ben non, Antigone, c'est un sujet extrêmement moderne. C'est peut-être même le sujet le plus moderne qu'on puisse aborder aujourd'hui, évidemment de façon métaphorique. Je ne m'intéresse pas à l'opéra à faire une histoire. Souvent, on m'a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas une histoire moderne, je ne sais pas, avec un monsieur puis une madame qui ont des histoires, ou je ne sais pas, une histoire moderne, quoi. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui font ça très bien, mais moi, je ne peux pas le faire. J'ai besoin d'embrasser, au fond... mon rapport au monde et seul le mythe me donne ça, voilà, et me permet de rejoindre en fond la psyché humaine de cette façon. Alors ça peut paraître un peu grandiose comme ça, mais je sais faire que ça, et croyez-moi, je suis pas grandiose tous les matins. Non, mais écoutez, d'abord, il y a une dame, là, je vois une lumière rouge, là. Oui, excusez-moi, je voulais savoir, vous avez écrit pour instrument, je crois, et pour piano. Oui. Et ça compte, est-ce que ça compte dans votre œuvre ? Ah oui, ça compte énormément, mais vous savez, une vie de compositeur, je ne crois pas qu'un compositeur ou une compositrice puisse affirmer ce que je vais dire, mais c'est comme un grand voyage. Et quand vous faites un voyage, vous avez des escales, vous traversez des pays merveilleux, et puis quelquefois des autoroutes très ennuyeuses. Vous voyez des petites choses sublimes et des grandes choses pas belles, etc. Et à l'envers, et traverser une vie de musique, c'est aussi passer du piano, de la clarinette solo, au grand orchestre, revenir au quatuor à cordes, repartir dans l'opéra. Alors j'ai fait ça. J'ai fait ça toute ma vie, et c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, j'enchaîne. Je suis passé de... Là, si on regarde mon catalogue d'opéras, c'est un peu tous les 3-4 ans quand même. D'abord, c'est le temps de les écrire. On fait pas ça... Encore qu'il y a des compositeurs qui vont extrêmement vite, mais moi, je suis pas rapide, moi. Non, mais ne dis pas ça, parce que tu sais, 3 ans, c'est à peu près... J'en parlais avec Philippe Hersan, avec tous les confrères qui sont venus ici, c'est à peu près la même chose. Il y a cette idée du souffle long, dont à un moment donné, on a certainement de plus en plus besoin. Bien, je pense que vous avez toutes et tous compris pourquoi je crois que c'était judicieux de terminer ce cycle avec Pascal, qui est vraiment un parcours de compositeur tout à fait exceptionnel. Merci Pascal. Merci Laurent. Merci. Alors,
Je veux vous dire que, bien évidemment, l'Académie des Beaux-Arts va refaire des cycles de conférences, pas dans les prochains. D'ailleurs, notre chère directrice n'est même pas encore au courant de ce que je vais vous dire, mais je pense que le prochain thème de conférence ne concernera pas la musique. J'ai proposé à mes amis plasticiens de faire un cycle de 8 conférences où ils prennent leur siège, ici, et ils remontent depuis le début et ils vous expliquent qui sont les 8, 10, 12, 14 artistes qui se sont succédés avec des projections de leurs œuvres et probablement une des œuvres de l'actuel qu'on fera venir ici. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.